Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres tout de suite. 3 places de nouveau perdues par la Guinée au compte du classement fait par Reporters sans frontières, une structure qui œuvre en matière de liberté de presse dans le monde. L'équipe nationale cadette des moins de 17 ans est parvenue à se qualifier cet après-midi en Tanzanie, un match contre le Nigeria qui s'est soldé au tir au but. Enfin, un mois après Idai, le cyclone Kenneth menace le Mozambique. Les autorités appellent les populations à évacuer les zones qui risquent d'être touchées par cette catastrophe. Plusieurs textes et accords ont été adoptés ce mercredi à l'Assemblée nationale par les députés. Des accords axés notamment au domaine énergétique et agricole, des travaux plénières qui s'inscrivent dans le cadre de la session des lois qui s'est ouverte en ce mois d'avril. Suivez. Les objectifs du projet à réaliser sont, premièrement, 2650 hectares de terre, 84 hectares de basse terre aménagés, y compris irrigation équipée de techniques de récupération de l'eau pour le riz, 16 installations de stockage, des centres de collecte construits pour semences, engrais, riz et légumes, 25 marchés communautaires, 4 usines de transformation de riz et postes de conditionnement de légumes et 40 aires de séchage construits, équipés et opérationnels, 180 km de pistes rurales construites. Le projet sera mis en œuvre à Dinguiraye, Kouroussa, Sigiri, Dubreka, Bouké, Bofa et Koya dans Wonkifon. Et le choix du site des rizeries prévu dans le cadre du projet est guidé par les facteurs et conditions suivantes. L'accessibilité de la localité, l'analyse situationnelle du potentiel agricole et du rendement moyen à l'hectare, l'existence d'une organisation paysanne agricole structurée et dynamique, initiée à la problématique de la chaîne de valeur du riz et l'existence du service financier de proximité. Et puis, Reporters sans frontières vient de publier son rapport mondial 2019 sur la liberté de presse. La Guinée perd 3 points comme l'année dernière et chute à la 107e place sur 180 pays. L'organisation pointe du doigt le chef de l'État guinéen qui qualifie d'être dur envers les médias nationaux et internationaux. Commentaire signé Alpha Bakar 5 Diallo. L'Organisation internationale de Reporters sans frontières vient de rendre public son rapport 2019 sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Sans surprise, la République de Guinée chute encore. Conformément à l'année dernière, le pays d'Alpha Condé perd encore 3 points et occupe la 107e place sur 180 pays. Selon l'organisation, le régime Condé n'est pas tendre envers la presse. Le président tient souvent des propos sévères envers les médias nationaux et internationaux. Le même langage est aussi utilisé contre les associations de défense de la liberté de presse. Ces médias sont toujours victimes de tentatives de censure avec des arguments administratifs ou juridiques. Plusieurs journalistes ont été récemment arrêtés dans le pays et détenus après avoir fait des révélations dans la presse, ce qui constitue une entrave à la liberté de la presse. Selon le même rapport, les journalistes sont dans la tourmente en République de Guinée. A signalé que depuis 2013, la Guinée n'a pas affiché une bonne image dans le classement mondial de la liberté de la presse. Restons dans ce cadre pour dire que le secrétaire général de l'Association des radios et télévisions libres de Guinée a réagi ce mercredi suite à ce rapport accablant de Reporters sans frontières sur la liberté de presse en Guinée. Suivez. En 2018, la Guinée occupait la 107e place et également nous sommes en train de stagner parce qu'on n'a pas bougé d'un iota. Nous sommes encore à la 107e position pour 2019. Donc c'est un constat amer en amont mais en aval. Et ce constat n'est plus étonnant, comme je le disais tantôt, parce que les autorités guinéennes s'inscrivent totalement dans un esprit d'offenser, dans un esprit de compresser, comme je le disais tantôt, cette presse qui ne fait que son travail. Maintenant, lorsque nous avons pris l'initiative de voter cette loi qui dépénalise la liberté, qui dépénalise les délits de presse, et que les mêmes autorités qui ont voté, qui ont amorcé, l'obtention de cette loi se permettent de la violer, je crois que c'est un problème très grave.
Vous avez des dossiers encore qui sont en train de somnoler dans les tiroirs de la justice. Vous avez le dossier, comme vous l'avez rappelé, de PM3, la bastonnade de 2007, fin octobre 2017, au PM3 de Matam. Autre registre de l'actualité, le sort du fils du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré a finalement été 17 ans de prison assorti de 3 ans de libération conditionnelle et ce qui a été prononcé par le procureur ce lundi. Mohamed Touré et son épouse Denise Cross Touré ont déjà passé leur première nuit en cellule aux États-Unis. Commentaire Mariama Ba. Après plusieurs mois d'attente, c'est enfin connu. Le couple Touré a finalement été reconnu coupable d'asservissement et d'esclavagisme contre une jeune femme pendant une dizaine d'années dans sa maison sur le territoire américain. Diana Diallo, une jeune fille africaine qu'il a volontairement adoptée en 2000, est la concernée. Après que leur peine soit purgée, Mohamed Touré et sa femme Denise Cross Touré devraient être expulsés des États-Unis. Au sein du PDG RDA dont il est jusque-là secrétaire général, cette nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Depuis le début de cette histoire au mois d'avril de l'année dernière, où ils ont été interpellés, ce parti n'a pas arrêté de prouver son soutien à ce couple. Aujourd'hui, la psychose est énorme. Les partisans sont plus que jamais déterminés à prouver une fois de plus l'innocence du couple Touré. Même étant déjà en cellule, l'actuel secrétaire général par intérim affirme que rien ne pourra arrêter le parti de continuer le combat pour leurs collègues. À leur sortie de prison, le couple Touré doit payer 288 000 $ en restitution à Diana Diallo avant d'être expulsés vers la Guinée, leur pays d'origine. Dans ce journal également, la situation de la mosquée du quartier Bonfi-Routière est devenue inquiétante. Des travaux de réfection y sont en cours, mais faute de moyens financiers, ils sont à l'arrêt. Si rien n'est fait d'ici l'arrivée des grandes pluies, tout sera à reprendre. Raison de cet appel à l'aide des personnes de bonne volonté. Thierno Falilou Diallo et Alassane Souma pour le constat. Une dalle en attente d'être coulée, un chantier à l'arrêt. C'est le visage qu'affiche la mosquée du quartier Bonfi-Routière dans la commune de Matam. Avec une affiche presque délabrée, les responsables religieux de cette maison de Dieu appellent à la bonne foi des personnes de bonne volonté pour achever les travaux de reconstruction de cette maison de Dieu. Nous sommes inquiets. Pour les prières du vendredi, on étale les nattes dans les rues. On ne peut pas prier à l'intérieur de la mosquée à cause des bois. Nous ne voulons pas que le ramadan nous trouve avec cette situation. Seules 2 personnes nous ont assistés pour ce travail déjà effectué. En dépit des difficultés, les imams de la mosquée de Bonfi-Routière sont confiants. Ils vont même jusqu'à demander une aide en matériel. Ils sollicitent cette intervention avant l'arrivée des grandes pluies. Des personnes de bonne volonté nous ont tout de même promis. On attend de voir. Par la grâce de Dieu, on n'a pas nécessairement besoin d'argent. Même si c'est du matériel, nous serons ravis. Parce qu'aujourd'hui, on estime à 10 tonnes de ciment pour cette dalle, en plus quelques chargements de gravier. 10 tonnes de ciment, on a dalle là-bas. Donc, on a stoffé nana, on a meillé tana, on a gravier, on a meillé là, on a fait des manques, on a fait mon camarade. L'assistance à la reconstruction de ce lieu de culte est une situation qui interpelle tout fidèle croyant. À cet effet, toute aide des personnes de bonne volonté serait la bienvenue. Cap-Vert Kountia, une des localités de la commune urbaine de Koya, fait face à un manque criard d'eau potable. Ce quartier ressemble à un village qui manque de tout. Les habitants, eux, continuent à se plaindre depuis quelques mois. Aliou Diallo pour le reportage. Âgés entre déception et inquiétude, les habitants de Kountia village n'ont pas vu une goutte d'eau dans leur robinet depuis quelques mois. Cette denrée indispensable à la vie se raréfie tous les jours dans cette localité. Nous en souffrons. Les femmes, des fois, on prend des bidons pour traverser jusqu'à aller vers les rails.
Bon, sauf quelquefois, les bonnes volontés, les bons voisins qui sont là, qui ont des forages, parviennent deux fois à nous soulager. Sinon, s'il y avait l'eau, vous allez trouver que toute la partie là serait mouillée d'eau. On a parti à la SEG, il nous a dit qu'ici, ce n'est pas lotisé. Bon, c'est le président qui va nous aider. Puis ici, ce n'est pas lotisé. Tu as vu? C'est ça qui nous passe ici. Dans certaines parties de ce quartier, les citoyens se servent de puits pour obtenir de l'eau. Les femmes sont choquées par ce manque, affirment-elles. Nous n'avons ni eau ni courant. Même la route, il n'y en a pas. Si une population n'a pas ces trois choses, elle reste dans la souffrance. À Kuntia, nous avons un problème d'eau. Dans tous les quartiers, il n'y a pas d'eau. Et c'est là jusqu'à Daradi. Parfois, on ne dort même pas. Selon les informations reçues, certaines parties de ce quartier ont perdu de vue l'eau dans les robinets il y a 12 ans. D'autres, depuis plus de 3 mois. Une réalité qui amène bon nombre à se poser des questions quant à la résolution de ce problème qui n'a que trop duré. Parlons football à présent en termes d'un match plein de suspense. Les cadets guinéens viennent de battre leur homologue du Nigeria en demi-finale de la CAN de leur catégorie qui se joue en Tanzanie. C'est au tir au but 10-9 que la Guinée a gagné le Nigeria et se qualifie pour la finale de cette compétition. La Guinée affrontera le vainqueur de l'opposition Angola-Cameroun à Conakry. Après cette victoire, les réactions des supporters ne se font pas fait attendre. Suivez. Un grand sentiment, je ne m'attendais pas parce que je regardais le match et les enfants faisaient fair play. J'ai dit bon, moi je quitte là parce que là, pour ne pas qu'on me donne une crise cardiaque, je vais quitter. Mais c'est un sentiment de joie, de joie. Je t'ai dit de joie, hein. Tu t'imagines que Afias 77, ils sont allés jusqu'en finale et pour la première fois, c'est les U17. Donc j'ai dit bravo, bravo, bravo. Mais c'est pas fini, hein. Ramener la coupe, je sais qu'ils peuvent bien. Oui, c'est une fierté. Donc je suis fier, je suis très content parce que c'est la Guinée qui a gagné, c'est une fierté guinéenne. Donc je suis très content et très ravi aussi. Je souhaite qu'il remporte même la Coupe du Monde. Je suis très ravi vraiment de voir Sili Kadé en finale parce que vraiment le coach Mohamed Maléa Camara ne ménage aucun effort pour que le Sili Kadé arrive à gagner la coupe pour qu'il ramène ça en Guinée. Vraiment, je les remercie parce que c'est des jeunes vraiment qui ont de l'avenir, très talentueux. Vraiment, je les encourage et vraiment vivent les couleurs nationales. Bonne chance au Sili Kadé Afrique. À présent, la révision constitutionnelle controversée permettant la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi et qui renforce ses pouvoirs et ceux de l'armée égyptienne a été approuvée par référendum à 88,83%, a annoncé mardi l'autorité nationale des élections. Le président de cet organisme, Lachine Ibrahim, a précisé lors d'une conférence de presse au Caire que 11,17% des électeurs se sont prononcés contre cette réforme et que le taux de participation a atteint 44,33%. Restons toujours en Égypte pour parler de l'organisation au Caire mardi de 2 sommets africains sur les crises actuelles au Soudan et en Libye. Sur la Libye, le but de la rencontre était de trouver les moyens d'endiguer la crise et de relancer le processus politique alors que des combats violents opposent depuis le 4 avril les forces loyales au gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale aux troupes du maréchal Khalifa Haftar aux portes de Tripoli. Commentaire Hadiatou Sherif Fofana. Éviter tout dérapage et assurer la stabilité et la paix au Soudan et en Libye étaient les objectifs des 2 sommets africains réunis en urgence ce mardi au Caire sous la houlette du chef de l'État égyptien. Plusieurs présidents africains étaient présents autour d'Abdel Fattah al-Sisi pour tenter de trouver une sortie de crise dans ces 2 pays. Les dirigeants africains ont évoqué l'évolution de la situation au Soudan où le mouvement de contestation se poursuit après la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir, ainsi que les moyens d'endiguer la crise en Libye, où le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive contre la capitale Tripoli, a précisé la présidence égyptienne.
Dans le discours du président égyptien à l'ouverture de ces deux sommets, il a indiqué qu'il y avait un consensus entre les États africains pour accorder un délai supplémentaire de 3 mois au Conseil militaire soudanais de transition pour parvenir à un régime démocratique. Il a ajouté que les ministres des Affaires étrangères se réuniront dans un mois pour réévaluer la situation. Toujours sur le continent, le Mozambique, de nouveau menacé par un cyclone d'envergure. Les autorités du pays ont donné l'alerte d'une imminente tempête tropicale qui devrait toucher terre d'ici jeudi ou vendredi, près d'un mois seulement après le passage du cyclone Idai. Commentaire Oumar Sow. Selon le porte-parole de l'Institut national de gestion des catastrophes, Paulo Thomas, qui a fait l'annonce lors d'une réunion des responsables des départements de la météorologie, de la santé et de la sécurité alimentaire, le cyclone dénommé Kenneth pourrait balayer le nord du Mozambique. Le Malawi voisin, de même que le nord de la Zambie ou encore le sud de la Tanzanie, sont concernés par ces menaces. Première indication donnée par les autorités mozambicaines à leur population, quitter au plus vite les zones à risque qui, au-delà des inondations, pourraient subir des éboulements. Un air déjà vu pour les populations de certaines régions du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe, encore sous le choc du désastre cyclone Idai qui a laissé sur son passage au moins 960 morts et quelques 3 millions de personnes nécessitant une aide humanitaire. Alors que l'aide s'organise toujours autour des rescapés du cyclone du mois dernier, une question reste en suspense. Quant au cyclone Kenneth, les autorités ont-elles pris toutes les dispositions pour éviter les désastres observés plus tôt? Le Mozambique est pour l'heure resté évasif sur le sujet. Autre registre de l'actualité, le bilan des attentats de Pâques au Sri Lanka s'est encore alourdi, passant à 359 morts et au moins 500 blessés annoncés. La police mercredi 24 avril. Ces attaques terroristes, parmi les plus meurtrières depuis le 11 septembre 2001, ont été revendiquées par l'organisation État islamique via son organe de propagande. La police a annoncé avoir arrêté 18 personnes dans la nuit de mardi à mercredi, s'ajoutant aux 40 précédents interpellés précédemment. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a franchi ce mercredi la frontière russe pour se rendre à son premier sommet avec le président Vladimir Poutine. Cette rencontre prévue jeudi sera pour Kim Jong-un sa première entrevue avec un chef d'État étranger depuis son retour de Hanoï, théâtre en février d'un fiasco diplomatique retentissant avec le président américain Donald Trump. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci de l'attention. Je vous souhaite une excellente soirée à notre compagnie. Bonsoir où que vous soyez à travers le monde.